l'intervention que je vais vous présenter, en fait, n'est pas tant mon université, hein, puisque j'interviens pas en tant qu'université de Bordeaux, même si c'est mon appartenance. Je vais intervenir en tant que vice-présidente d'Uniciel et animatrice du groupe pédagogique Uniciel. Donc Uniciel, Université numérique thématique, et qui essaie, comme ça, de capitaliser le plus possible les différentes expériences qu'on a pu avoir dans différents projets. Donc l'idée, c'est ici d'essayer de montrer tout ce qu'on a pu faire et où on en est maintenant, et ce qui pourrait être utile, je vais dire, et ce qu'on pourrait partager aussi à la fête, parce qu'il y a des communications qui ne sont pas toujours passées et des choses qui pourraient être utiles des deux côtés, qu'il faudrait partager. On a quelques personnes qui nous connaissent bien dans la salle, et puis qui nous suivent, et puis il y a des gens qui sont plus loin, et peut-être qu'on pourrait apporter notre connaissance d'un certain nombre d'actions. Alors, Uniciel, c'est un héritage quelque part, hein, puisqu'il y a eu le premier cycle sur mesure et le réseau universitaire des centres d'auto-formation, donc le RECA. Donc on avait cet aspect pédagogique, cet aspect pionnier, on essaie d'innover et on part sur l'auto-formation, on propose des choses d'innovation et vraiment tout ce parcours d'action de formation à distance dans les cursus qui étaient donnés. Et puis cette idée du sur-mesure. Et quand on fait du sur-mesure, il faut des ressources qui soient adaptées et qui ont ce besoin-là. Donc on est passé de cette notion d'aller au plus proche à une production multimédia avec l'université en ligne, qu'on a essayé de mettre en œuvre dans Campus Science. Et puis en 2007, Uniciel a été créé et on a eu la chance de récupérer tout ce qui avait pu été mis en œuvre dans les actions précédentes. Donc, ce qui est Uniciel, du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de ressources et aussi un certain nombre d'enseignants qui avaient eu des pratiques et des documents, mais on n'a pas assez formalisé ce côté d'action pédagogique, je vais le dire comme ça. Moi, j'ai eu la chance, dans mon établissement, d'être dans une équipe où on a essayé de faire la passation de témoins, donc j'en ai bénéficié, donc je suis très contente, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas dans tous les centres qui avaient participé au projet. Donc on est un peu passé par la distance, mais c'est vrai qu'on est plutôt loin. Donc on a hérité d'un certain nombre de ressources que l'on a continué à accroître en acceptant des projets où il y avait des types de ressources différentes. Si on regarde en termes, donc on a alors je vais appeler ressources textuelles, ce sont des ressources type site web, du HTML essentiellement, puisqu'on est quand même parti au départ sur de la ressource multimédia, donc, et sur les serveurs de formation. Donc nos ressources sont toutes en accès libre, et on a actuellement entre 3000 et 3500 ressources textuelles. Alors deux sur les modules, qui peuvent être très courts, qui peuvent être très longs, ça dépend un petit peu. Le terme de ressources n'est pas toujours bien choisi, puisqu'il y a cette notion de durée et de temps de travail étudiant qui n'est pas toujours claire dans toutes les ressources. On a aussi donc, un certain nombre de vidéos qui sont postées sur des chaînes YouTube, mais qui sont toutes aussi hébergées sur Canalus, ce qui permet aux collègues qui souhaitent les utiliser de pouvoir les télécharger et les réutiliser dans leurs cours, puisqu'on est pareil sur du Creative Commons 3. Donc voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de collègues et on a des demandes qui arrivent. Alors en 2009, les ressources de l'UL ont subi une évolution technologique pour rester accessible. Donc l'ILE1, beaucoup supportent toute cette partie de maintenance technologique. Donc c'est vrai que ça a été un travail très important donc, pour le mais si on regarde les statistiques de cette année, donc c'est le nombre de visites qu'on a reçues en 2016 donc, en libre, hein, donc qu'ils soient intégrés ou pas, donc c'est les statistiques sur les sites. Mais on s'aperçoit que dans les top 10, on a majoritairement des modules de l'UL. Donc ça veut dire que les deux premiers modules sont à plus d'1 million de visites par an. C'est quelque chose qui est assez constant en fait depuis quelques années. On a mis ces statistiques. Donc qui traduisent un réel usage.
je discutais avec un étudiant, pas du tout de mon établissement, parce que c'était dans un colloque, et qui me disait, qui vient d'une fédération étudiante, qui me disait, oh là là, UNICEF, vous m'avez sauvé la vie. Je dis, pourquoi ça? Il me dit, ben, j'avais pris du retard, et je suis allée sur vos ressources, et ça m'a permis de m'obliger à travailler, et à vraiment rattraper tout mon retard. Je dis, parfait, je le note. On a très peu de retours comme ça parce qu'on ne les voit pas toujours, les étudiants, mais voilà, celui-là était vraiment très agréable. Voilà, donc l'évolution technologique a été très importante pour nous, puisqu'elle permet de continuer à offrir nos ressources de manière libre à tous nos étudiants, à toute personne désirant les utiliser. Je précise ça puisque ce n'est pas obligatoirement ça. Donc on voit apparaître deux autres modules qui sont là parmi les plus récents qu'on a créé, donc, et notamment un module qu'on a créé avec, sur Bordeaux, mais il y a quelques années, et qui était en fait le programme de lycée. Alors l'ancien programme, c'était avant réforme du bac pour les terminales S, et on s'est aperçu qu'il était énormément monté dans les statistiques au cours des dernières années, parce qu'avec les problématiques liées au changement de bac, les collègues d'université font référence à ces ressources-là. Donc voilà, donc notre usage est avéré sur nos ressources. On avait décidé en 2012, on s'est dit qu'il fallait un petit peu rénover nos ressources et surtout les accès et les guider plus. Donc on a créé une plateforme sur laquelle on a mis des modules de licence, donc en réutilisant les modules de l'université en ligne. Et en les restructurant par rapport à un programme actuel. Puisqu'en fait, les ressources de l'université en ligne sont très larges. Alors, je vais prendre par exemple l'optique géométrique que je connais assez bien en tant que physicienne et que j'utilise dans mes cours. Le module d'optique n'est plus traité entièrement en première année. On en traite un petit peu plus de la moitié, je dirais. D'accord, les grandes notions. Donc, est-ce qu'on continuait de donner toutes ces ressources aux étudiants en leur disant d'aller voir la partie cours, la partie exercice comme vous voulez, ou est-ce qu'on essayait de les amener à un cheminement dans ces ressources? Donc le module et le service socle, donc une plateforme en accès libre sur lesquelles les gens peuvent s'inscrire, toute personne peut s'inscrire, visait à ça, à remettre un usage, donc à recréer un cours, c'est un Moodle qui est dessous, qui puisse proposer un parcours pédagogique dans nos ressources en fonction des thèmes. Donc c'était un module, donc si je prends un petit exemple de module, donc je prends un exemple sur la chimie, par exemple, donc on retrouve la présentation du module qui reviendrait exactement, je dirais, à ce qu'on voit dans notre contenu de formation. Donc l'objectif de notre module qui va apparaître, un petit test de positionnement à l'entrée, l'organisation du cours, dont je ne vous présenterai pas là, mais le forum, et puis une petite vidéo de l'enseignant qui a créé le module, pourquoi il a créé, d'où il veut. Et puis, un calendrier avec un certain nombre de travail par semaine. Chaque semaine, il y a une structure assez identique, apprendre, s'exercer, dans certains cas s'évaluer, et un retour qu'on avait demandé. On avait créé ça avec un certain nombre de collègues. C'était soit directement sur le programme de l'université en ligne ou pour les établissements qui souhaitaient participer au projet à partir de leur programme à eux. Donc on a réexploité tout ce contenu-là. Donc ça veut dire qu'en fait, si on regarde, on a une base de contenu assez importante. Donc je précise multi-support, puisque c'est vrai qu'on a la partie HTML, mais moi-même qui travaille dans la distance, si je n'ai que du format web, les étudiants vont dire moi je veux le PDF. Je veux pouvoir télécharger mon PDF. Donc c'est vrai que l'avantage des supports que l'on a de manière générale, et ça fait partie des dernières évolutions qu'on a fait sur l'université en ligne aussi, était de pouvoir sortir absolument les PDF pour qu'on puisse, que les étudiants puissent aller les utiliser. Donc avec des modalités différentes, tant au niveau de la faute que de la présentielle ou d'hybridation, puisqu'on a suite à certains cadrages universitaires, la demande de passer en numérique de plus en plus certaines parties, ou les pratiques de classe inversée,
on fait quand on est allé sur l'hybridation. Donc l'idée est vraiment d'évoluer vers des dispositifs plus dynamiques et qui puissent être adaptés aux différents usages. Alors si, pour vous donner l'exemple, si je reste sur l'idée du contenu de manière différente, moi je suis responsable de formation à distance. Pour mes étudiants, je leur mets le PDF avec les énoncés des exercices. Et pour être sûr qu'ils reviennent, ils ont des exercices interactifs qui sont dans la partie HTML et les corrections des exercices qu'ils avaient sur le PDF ne sont que dans la partie HTML. Pour être sûr qu'ils reviennent, qu'ils me posent des questions et que j'ai des traces aussi de leurs activités. Donc voilà, donc ça c'est parfait. Et les mêmes ressources vont être mises en appui au présentiel puisque la formation se joue à la fois à distance et en présentiel. Mais en présentiel, elle n'a pas tout à fait la même structure. Puisque je reprends ma structure de cours, donc j'intercale cours et exercice, chose que je ne fais pas dans la formation à distance, puisque ils peuvent être libres de faire ce qu'ils veulent en termes de progression du moment qui suit mon calendrier. Donc ça c'était comment on a fait. Donc typiquement là c'était un exemple que j'avais repris. Alors ça c'est une formation qui était en présentiel, mais j'ai repris un bout de cours de l'UL parce qu'on m'a demandé de faire un complément d'optique pour des préparations au concours. Et j'avais pas le temps, moi, de refaire tout le vomi. Donc j'ai demandé si je pouvais récupérer le bout qui était sur l'UL, qui correspondait. Et ça m'évitait de retaper toutes les formules et tout ça. Voilà. Et donc du coup, j'ai gagné pas mal de temps aussi grâce à ces contenus-là pour pouvoir faire mon cours sur du présentiel dessus. Donc ça c'est juste pour montrer que justement du coup on passait les deux. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé et souvent on nous le reproche au niveau des ULT d'avoir beaucoup travaillé sur tout ce qui était ingénierie documentaire et de se limiter à ça, mais c'est vrai qu'il y a des avantages à cette ingénierie documentaire, donc d'avoir des cours qui soient facilement reconduisables puisqu'ils sont en grain, qu'on puisse les passer de plusieurs types de supports et plusieurs types de plateformes aussi. Et puis, le problème de la maintenance, elle ne repose pas que sur un établissement, ce qui permet aussi d'avoir une certaine compatibilité économique vis-à-vis des systèmes et des différents établissements dessus quand on est. Malgré tout, il y a une petite contrainte qui reste la mise en forme, qui est du coup assez structurante et qui va être la même pour tous, mais qui est aussi parfois très intéressante, puisqu'on le voit avec les étudiants, quand on a un modèle et que les cours sont tous sur la même structure, ils s'y retrouvent, ils ne sont pas à chercher comment naviguer dans la ressource, et ils se centrent plus sur l'apprentissage. Donc, si je reprends, donc j'ai dit on a toute notre base de contenu, mais voilà, on est là, on dit il faut l'utiliser. On est encore quelques convaincus qui l'utilisent beaucoup. On a des gens qui ponctuellement y vont, l'utilisent, l'intègrent. Les ressources, comme je vous ai montré les statistiques, c'est les statistiques sur les sites, donc c'est pas du tout, ça n'englobe pas l'usage. Par exemple, tous mes cours que j'ai réappropriés, n'apparaissent pas obligatoirement, puisque je les suis réappropriés, remis dans un autre environnement. Du coup, je ne remonte pas sur les statistiques de l'UL, par exemple. Néanmoins, elles sont là. On nous demande de faire des petits retours d'expérience, on explique comment on les a utilisées. Donc ça veut dire qu'on peut s'adapter à différents types de modalités. Je vais prendre un exemple. Grâce aux différents supports, avec nos communautés, nos pratiques d'usage, on peut aider les enseignants dessus et on peut aussi, du coup, s'adapter à plusieurs types d'apprenants. Puisque je l'ai aussi bien mes cours en support pour les présentiels qu'en accompagnement pour les formations initiales pour ceux qui sont salariés, donc qui ont une progression un peu différente, mais aussi pour la formation continue. Du coup, donc on est vraiment, grâce à cet outil commun, on arrive le plus possible à mutualiser les différents types de formations. Alors, si on regarde, c'est pas toujours évident de proposer à un enseignant de récupérer un bout de cours de quelqu'un d'autre. Parce que même si on lui propose de le retoucher, c'est difficile pour lui d'appréhender complètement. Donc c'est vrai qu'avec un outil commun, on peut bouger certains cours, on peut améliorer. C'est plus facile d'améliorer aussi quand on a tous la même langue. Néanmoins, on s'aperçoit que l'outil
qui est plus facilement mutualisable, enfin, l'item qui est plus facilement mutualisable entre enseignants et entre formations, finalement, c'est l'évaluation, c'est les questions. D'accord? Parce que, ok, la formulation, on va peut-être la modifier, on ne va pas avoir tout à fait la même formulation, mais la notion sur laquelle on s'intéresse, la notion qu'on cherche à voir s'ils ont compris, s'ils ont compris une méthode à appliquer, ça on arrive à mutualiser plus parce qu'on arrive à se mettre d'accord. Et puis on peut itérer dessus. Donc du coup, l'étape suivante à laquelle nous sommes passés maintenant depuis 2-3 ans, c'est la constitution d'une banque de questions et le partage entre les différents établissements membres qui veulent aussi bien mettre des questions que les réutiliser dans en réutiliser d'autres, celles produites par des établissements dans leur formation. Donc la première étape a été fac de sciences. Donc sur fac de sciences, c'était quoi? C'était la transition lycée-université. Donc le site étant libre, les bacheliers y vont en ce moment, s'ils veulent. Dès à présent, on a des collègues qui l'utilisent dans le secondaire pour préparer la transition lycée-université. Donc là, elle est en accès libre, comme la plupart aussi. Mais un certain nombre d'établissements ont positionné à l'entrée aussi ces tests. Et puis, l'ont positionné pour les étudiants en présentiel, mais aussi pour les étudiants à distance, puisque c'est la même base de test. Et les résultats peuvent remonter dans la plateforme. Donc, ça a été mis à l'entrée de la licence. Et maintenant, notre banque de tests s'accroît, c'est-à-dire qu'on a proposé de l'étendre à la L1, à la L2, essentiellement, à la L3 dans certains cas, pour ceux qui le souhaitent aussi. Et du coup, en ayant cette banque qui s'accroît, on peut aller du positionnement initial vers un contrôle continu. Et comme on peut récupérer les traces, on peut faire des préconisations plus adaptées. Alors, adaptées en termes de progression, c'est-à-dire quand on voit qu'un étudiant, il a beau refaire un exercice plusieurs fois ou ça ne marche pas, on lui propose de revoir des notions et d'aller sur des exercices de niveau un petit peu plus faible, ou d'aller un petit peu plus loin pour ceux qui, au contraire, sont plus vite. Donc, ça permet d'individualiser le parcours de plus en plus. D'accord? Donc là, c'est l'item sur lequel nous sommes en train de travailler. Et du coup, on a des collègues qui nous ont demandé aussi si on pouvait mutualiser non plus juste les questions, mais les tests. Donc on propose, en fonction d'un certain nombre de questions que l'on a, des tests un peu type qui peuvent être réutilisés. Ce qu'on a fait, c'est que ces tests, en fait, on les fournit pratiquement clé en main. Ils peuvent être réintégrés grâce à l'outil informatique directement dans le Moodle avec une remontée de notes vers le carnet de notes de l'étudiant. Ce qui permet à des collègues de ne pas se poser la question de comment je vais entrer ce test, comment je vais médiatiser. Il faut que le Moodle soit bien paramétré et après ils vont chercher directement leur activité, leur outil sur une adresse et du coup ils peuvent vraiment se centrer sur le suivi de l'étudiant, ce qui fait un gain de temps. Et ce qui permet aussi du coup en termes, si on a des tuteurs, des gens qui suivent, des assistants pédagogiques qui suivent des formations, de voir si les étudiants ont bien fait leurs exercices et ont bien progressé. Et voilà, donc j'en arriverai à ma perspective. Donc voilà, nous, tout ce qu'on a sur Uniciel. Donc, entre guillemets, si vous voulez en profiter pour ceux qui ont des formations qui veulent s'appuyer sur ces actions-là, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci Sophie.